Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission habituelle Appalaches en quelques mots. Le Centre d'archives de la région de Thetford a publié récemment un livre pour souligner les 125 ans de la ville de Thetford Mines. Depuis plus de 30 ans, le Centre d'archives a amassé, avec l'aide des donateurs, un trésor archivistique inestimable sur l'histoire de la région. À partir des fonds et des collections d'archives et avec l'aide des archives de la ville de Thetford Mines, les auteurs Karine Pépin et Patrick Hood ont sélectionné des documents d'archives représentant différents événements historiques ayant marqué l'évolution de la ville de Thetford depuis la fondation de Kingsville jusqu'à nos jours. Écoutons M. Pascal Binette qui nous en dit davantage sur cette publication. Il faut être fier d'être Thetfordois et de voir le parcours de cette ville. Cette fierté et ce rayonnement, nous y participons tous à notre façon et il faut s'en féliciter. Car c'est ensemble que nous parvenons à réussir et à aller plus loin. Aimer l'histoire ou s'y intéresser est une bonne chose, mais l'écrire en est une autre. On entend souvent l'expression « il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va ». À titre d'historien, l'importance de toujours revenir aux sources et aux documents primaires et contextualiser les événements sont essentiels. Ce centre et cette société détiennent des ressources inestimables en documentation. Les gens qui y œuvrent en ce sens aussi, et je leur en remercie. Il y a 125 ans, le village de Kingsville était fondé, constitué en 1892, à même le territoire de Thetford Sud, qui lui-même avait aussi été constitué à même une municipalité qui est malheureusement tombée dans l'oubli, mais qui revient dans le livre d'histoire que vous parcourez ce soir. Cette municipalité est celle de la municipalité du canton de Thetford, qui a été créée en 1875 et qui deviendra Thetford Nord lorsque la partie sud s'en séparera 10 ans plus tard. Thetford Nord deviendra par la suite Robertsonville, Pont-Brillant et Sacré-Cœur-de-Marie en 1909. Donc, vous avez en quelque sorte devant vous les descendants, les deux seuls maires issus de ces anciennes municipalités. Dans le cadre de ce lancement, Thetford Mines, 125 ans d'histoire en images, le Centre d'archives est donc fier de vous présenter les 125 événements, une année à la fois de 1892 à 2017. Il va sans dire que le maire de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, était présent à ce lancement. Écoutons ce qu'il avait à nous dire. Et c'est pas parce que notre ville change et qu'elle change pour le mieux qu'il faut faire fi de ce qui s'est passé avant. Donc, d'avoir encore une fois un ouvrage comme celui-là qui vient relater les différents événements importants dans l'histoire de notre ville, bien, ça permet de mieux comprendre. L'adage, on l'entend souvent, il faut mieux comprendre d'où on vient, savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais c'est vraiment important pour nous que les gens connaissent bien notre ville parce que notre ville et nos citoyens avons démontré une force de caractère, une résilience qui est peu commune au Québec parce qu'on a connu peut-être des épreuves qui sont absolument différentes de ce que d'autres ont connu. Donc, c'est vraiment important pour nous que ce soit une histoire qui soit racontée. Enfin, Mme Karine Pépin est venue prendre la parole. Mme Pépin, qui était l'une des deux auteurs de la publication en question. Alors, laissons la parole à Mme Pépin. C'est réconfortant de voir autant de gens qui s'intéressent à l'histoire locale. Donc, je vais vous expliquer en gros comment on a fonctionné pour le livre. En fait, il s'intitule 125 ans d'histoire, une année à la fois. Donc, on a choisi des événements, un événement par année. Donc, une page par année. On a voulu, en fait, mettre en valeur nos archives à la fois iconographiques, mais aussi textuelles. Donc, ça faisait en sorte d'influencer un peu le choix des événements, puisqu'on est allé avec ce qu'on possédait là, en tant qu'archive. Des fois, on aurait pu choisir plusieurs événements par année, donc ça a été difficile d'en choisir un, mais quand même, on a réussi. Donc, on a essayé de faire un portrait global de l'histoire de la ville, c'est toucher un peu tous les domaines. Et finalement, écoutons M. Patrick Hood, l'un des deux auteurs de ce volume sur les 125 ans d'histoire de Thetford. Nous avons rencontré M. Hood.
à la suite de cette conférence de presse. Patrick, quel a été ton rôle dans la confection de ce volume? En fait, ça a été toute la prise en charge un peu du livre, dans le fond, la sélection des photos avec Karine. Karine a fait un gros dépouillement de photos dans notre base de données. Par la suite, on a sélectionné les images par rapport au texte qu'on avait, par rapport aux documents d'archives. Puis ensuite, ça a été tout l'aspect montage, préparer les photos, qu'est-ce qu'elle a avec quel texte, donc la mise en forme, là, ensuite qu'on a donné à un graphiste pour avoir la finalité. Alors, en fin de compte, c'est le Centre d'archives qui a été le maître d'œuvre de ce volume. Oui, effectivement, c'est vraiment le centre d'archives qui a tout englobé le projet. On a donné le mandat à Karine de nous faire toute la recherche historique. Donc, elle a mené ça de main de maître. C'était super beau. C'est un travail qui s'est échelonné sur combien de temps? Ça fait 2 ans qu'on a commencé le projet. Donc, quand on dit que la rédaction d'un livre, c'est long, là, ça fait 2 ans qu'on a commencé à mettre le projet sur table, de commencer à avoir l'idée, de fouiller des photos, d'établir le concept. Donc, vraiment, c'est 2 ans de travail intense. Et il y a eu des choix difficiles à faire parce qu'un événement par année, c'est quand même pas évident. C'est déchirant à certaines années. Il y a des années, c'est drôle, on n'avait pratiquement rien parce qu'on a des événements, mais on n'a pas de documents, on n'a pas de photos. Alors qu'il y a d'autres années, on pourrait en mettre 10. Donc là, il faut vraiment faire une sélection pour essayer de toucher toutes les sphères de la société, donc le sportif, le culturel, l'économique, donc le monde minier aussi, le religieux. Donc on a essayé de diversifier le livre comme ça. Il y avait des historiques de la ville de Thetford qui existaient, notamment celui du 100e Thetford Mines à ciel ouvert. Or, qu'est-ce que celui-là a de différent? En fait, c'est vraiment une façon imagée de voir l'histoire de Thetford. Donc, le livre du centenaire, c'est vraiment une brique de référence où ce qu'on va souvent se référer pour avoir une date, pour avoir un événement, alors que ce livre-là, c'est vraiment plus imagé. Donc, les gens veulent des petits textes courts, veulent voir des photos, se rappeler des souvenirs. Donc, le but, c'est de mettre le plus d'images possible et de raconter le contexte historique avec un petit paragraphe, en fait. Là, je m'adresse au président du conseil d'administration de la télévision communautaire. Or, le volume a également servi, je pense, pour faire des capsules. Hein? Oui, en fait, effectivement, on a fait 52 capsules, donc tirées de ce livre-là. Donc, sur les 125, on a pris 52 capsules qu'on a faites une par semaine. Donc, à tous les lundis, on le fait. Ça va se faire jusqu'à environ la fin du mois de juin, début juillet 2018. Donc, effectivement, on a tiré des capsules sonores et visuelles, donc avec les photos. Donc, effectivement, il y a un projet qui est issu de ça, oui. On pourra se le procurer à quel endroit et à quel prix? En fait, le livre est en vente 30 et présentement, on peut se le procurer ici au centre d'archives, donc à la Société de généalogie, dans nos bureaux. On peut aussi le retrouver à l'Office de tourisme, région de Thetford, et on peut le retrouver aussi au bureau des taxes à la ville de Thetford Mines, donc à l'hôtel de ville. Il va en avoir disponible aussi. La journée internationale de commémoration des travailleuses et travailleurs décédés ou blessés au travail a été soulignée récemment au cénotaphe des travailleurs miniers. L'événement organisé par le Comité d'aide aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches, CATARA, avait lieu devant ce cénotaphe à l'intersection des rues Notre-Dame et Saint-Alphonse. Pour l'occasion, plusieurs intervenants politiques et syndicaux ont pris la parole après qu'une minute de silence ait été observée pour les personnes disparues. Dans un premier temps, Mme Nancy Laliberté s'est adressée aux gens présents. Au nom du Comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de vous être déplacés en si grand nombre pour cette journée internationale de commémoration des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail. Toutefois, CATARA souhaite que ce ne soit pas seulement une journée pour rendre hommage aux personnes qui sont mortes ou qui ont été blessées par suite d'une tragédie en milieu de travail, mais que ce soit aussi un jour pour renouveler l'engagement à améliorer la santé et la sécurité en milieu de travail, à prévenir les blessures, les maladies et les décès, afin que plus jamais une travailleuse ou un travailleur quitte son domicile le matin pour aller perdre sa vie et non pour la gagner. Monsieur Jean Larose a ensuite pris la parole pour raconter la fin des mines d'amiante à Thetford et l'impact de ces événements. Ça a été un drame pour tout le monde. Tout le monde qui travaillait dans les mines, et leurs familles. Je me rappelle, il y avait des gens qui défilaient dans mon bureau parce que j'étais président du syndicat des travailleurs de lac d'amiante. Il y avait des gens qui défilaient dans mon bureau puis ça pleurait comme des enfants. Il y en a d'autres qui croyaient dur comme fer que ça repartirait.
mais c'était clairement visible que c'était terminé. On a même eu des familles complètes, des familles qui se sont séparées, qui sont brisées. Ensuite, on a eu aussi des personnes qui se sont enlevées la vie. C'était pas facile pour personne. Tout le monde, on travaillait à la fin, ça ne travaillait plus. On peinturait la machinerie. On savait que c'était pour être terminé. Mais les gars travaillaient jusqu'à la fin quand même. On a fait notre mieux pour en venir à bout. Mais maintenant que on s'est retrouvé à la fin, devant une faillite aussi. Les travailleurs ont perdu 28 de leur fonds de pension, ce qui représentait beaucoup d'argent. Et puis, encore là, ça a créé des drames, des familles qui se sont détruites. C'était vraiment misérable, en tout cas. Mais quand même, la vie continue. Les métallos avaient délégué un représentant sur place. M. Pascal Loignon a justement parlé des travailleurs accidentés et des travailleurs décédés sur les lieux de travail. Un décès au travail, c'est un décès de trop. Aucune personne ne devrait décéder en gagnant sa vie. C'était vrai dans le passé, c'est plus que vrai aujourd'hui, puis ça va toujours l'être vrai, ça. Puis c'est faisable d'améliorer la situation des travailleurs. En étant plus vigilants dans nos gestes, en étant plus préventifs dans la manière qu'on demande aux travailleurs de faire le travail, en dénonçant les situations où il y a un risque de lésion, puis en étant à l'écoute des uns envers les autres. De nos jours, le travail a évolué, puis les lésions sont de plus en plus sournoises. On pense au travail là, qui nous suit partout avec les téléphones intelligents, les ordinateurs portables. On pense aussi là, à la compétitivité qui est amenée par le capitalisme sauvage, de toujours produire plus et plus. On pense aussi au temps supplémentaire qui est obligatoire. Ça l'amène de l'épuisement professionnel, des burn-out, des dépressions, voire même des suicides. Puis ça, c'est sournois, puis ça l'arrive. En 2015, il y a eu 224 travailleurs blessés par jour. 196 travailleurs ont perdu la vie. 67 par accident et 127 par maladie professionnelle. C'est des chiffres effarants. On envoie des troupes à la guerre, puis on n'arrive pas à ces chiffres-là. Pourquoi qu'au travail, on arriverait là? Ça n'a pas de bon sens. Toujours en 2015, il y a eu près de 90 000 lésions professionnelles. Toujours dans cette année-là, en 2015, il y a un confrère dans nos rangs au métallo, M. Marc Duffy, âgé de 55 ans, qui est décédé. Il a trouvé la mort ici, chez Métallurgie Castec. Un accident du travail qui aurait pu être évité. En février 2016, Yvan Hallé, de 29 ans, un travailleur de Saint-Frédéric, qui allait être papa là, dans une couple de mois, là, il allait devenir père. Il est décédé d'un accident tragique à Sainte-Marie, chez Béton-Bolduc. Comble de malheur, sa conjointe a dû se battre avec l'État civil et la CSST pour faire reconnaître sa paternité pour que l'enfant ait droit aux indemnités de survivant. Avec l'aide du syndicat, avec l'aide des métallos, bien, elle a gagné son combat, puis aujourd'hui, la petite Alice, bien, elle a les indemnités qui sont prévues. Donc, il faut travailler pour éviter que ça arrive. Il faut travailler encore plus pour éviter les lésions, les comités, comme Yves le disait. Mais malheureusement, le risque zéro est impossible. Donc, on va avoir à se battre pour défendre les droits des survivants aussi. Vigilance, dénonciation, prévention, solidarité les uns envers les autres, c'est les mots et les gestes qui doivent être posés pour éviter qu'on ait à utiliser le mot compassion. C'est possible si tous et chacun y met du sien. L'attaché politique de M. Laurent Lessard a également livré un émouvant témoignage. Alors, écoutons Mme Émilie Marcoux-Mathieu. C'est un moment spécial pour moi parce que
J'ai pas connu mon grand-père. Mon grand-père est décédé alors qu'il travaillait à la mine d'asbestos. À ce moment-là, mon père perdait à l'âge de 11 ans son plus grand héros. Malgré tout ça, mon père avait retenu de mon grand-père la passion de travailler, le dévouement. C'est ce qu'il a reproduit toute sa vie en construisant des maisons ici à Thetford Mines. Malheureusement, quand j'ai eu 18 ans, le verdict est tombé. Mon père était accidenté grave du travail. L'impact que ça peut avoir sur une famille est immense. Changement de comportement de l'être que tu aimes le plus parce qu'il est surmédicamenté. La bataille à faire avec certaines organisations pour faire prévaloir de ses droits. Mais là-dedans, ce n'est pas juste lui l'héros, c'est ma mère aussi l'héroïne, parce qu'elle était en arrière de lui, puis elle a travaillé à temps plein pour justement faire reconnaître ses droits. Mais moi, pendant ce temps-là, j'avais 18 ans, j'étais au cégep, puis je me disais, hey, moi, je vais devenir une grande journaliste, je vais devenir une grande communicatrice. Mais je me souvenais toujours de mon père qui partait à 6 heures le matin travailler avec son genre de sac à clous là, qui pèse 30 livres. Là. Puis je me souvenais comment, beau temps, mauvais temps, il aimait son travail. Vous savez, du beau Toyota là, sur la rue Pie-11, il l'a construit, il faisait peut-être moins 30 dehors. Mais il aimait tellement ce qu'il faisait. Puis je me suis toujours promise de faire la même chose que lui, d'aimer ce que je fais avec passion, dévouement. Puis c'est en quelque sorte ce qui m'a légué. Puis pour aujourd'hui, ben, je veux rendre hommage à mon grand-père que je n'ai jamais connu, mais à mon père qui est encore là aujourd'hui. Et malgré toute la médication qu'il peut prendre, ben, il est fier de sa petite fille. M. Francis Jacob a été l'un de ceux qui ont également pris la parole. M. Jacob a expliqué que les travailleurs sont souvent la victime des pressions, entre autres des nouvelles technologies. Nous autres, on ne parle pas nécessairement de blessures graves physiques ou de mort, mais on parle beaucoup de détresse psychologique, comme un collègue l'a souligné tantôt. Nous autres, on vit surtout du harcèlement, de la violence psychologique qui mène nécessairement à des dépressions. Et comme d'autres disaient tantôt, malheureusement, c'est une forme de blessure, c'est une forme de danger qui est de plus en plus présente aujourd'hui, surtout suite à l'arrivée de la technologie, l'informatique, le numérique, la robotique. Toujours les niveaux d'exigence et de performance qui sont continuellement augmentés. Le besoin de toujours en faire plus avec moins. Donc, nécessairement, on arrive avec des épuisements professionnels, des gens qui sont à bout du rouleau, puis nécessairement, ça affecte les familles, ça affecte toute la communauté. Et finalement, le mot de la fin est revenu à M. Paul Vachon, un éminent historien de la région et préfet de la MRC des Appalaches. Dans les années 1910, 20, 30, c'est pas une dizaine de travailleurs qui ont perdu la vie, c'est des centaines. Pourquoi? J'en ai conclu que c'était une sorte d'insouciance et d'indifférence. L'insouciance des travailleurs, parce que l'objectif était de gagner sa vie, même si on risquait de la perdre, parce que les conditions économiques étaient épouvantables, et l'indifférence des patrons qui avaient une main-d'œuvre abondante à bon marché. C'était les mœurs du temps. On ne peut pas les juger avec nos idées. Il faut rendre hommage à ceux qui ne sont plus là. Mais je pense qu'il faut rendre hommage à ceux qui ont travaillé pour changer les choses. Il y a eu des grèves dans le passé. On se souvient très bien de celle de 1949. Il y en a eu une autre à East Boston en 1942, où le gouvernement Duplessis est intervenu également. Il n'y a jamais un travailleur qui s'en va en grève parce qu'il aime ça. C'est pas une fête. Il s'en va là pour changer des choses. D'abord, ses conditions de travail à lui, puis après, ces conditions de travail-là, nouvelles, meilleures, deviennent la norme pour les autres. C'était ça, la lutte ouvrière. En 1949, en 1975, c'était ça. Les gens étaient dans la rue. Quand le cénotaphe a été installé ici, là, Marcel Pépin, Louis Laberge, Yvon Charbonneau étaient là avec Roger Genet, avec les gens de l'époque, coude à coude, pour venir dire « ça suffit ». L'insouciance, l'indifférence, plus jamais.
Ce qu'on veut pour nous maintenant, c'est un travail honnête qui rapporte à la société avec des conditions qui vont permettre de faire avancer les choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais d'accident. C'est la définition même de l'accident. Le risque zéro, sauf pour un certain personnage, le risque zéro n'existe pas. C'est impossible. Mais ce qu'il faut faire, c'est travailler pour diminuer ça, changer notre monde. Et moi, je dis chapeau à ceux qui ont fait progresser la société, notamment les syndicats. De nombreux autres représentants syndicaux étaient également sur place. Alors, entre autres, l'ex-président du syndicat des travailleurs de la mine Belle, M. Yves Poulain, également M. François Gamache du Centre d'archives de la région de Thetford, le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, la représentante du député de Mégantic-l'Érable, M. Luc Berthold, Mme Jessica Poiré, et également l'animateur, M. Mario Dufresne. Les travaux de construction d'un immeuble de 16 logements abordables qui seront destinés à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ont été officiellement lancés à Thetford Mines. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, en a fait l'annonce au nom de la ministre responsable de la protection des consommateurs et de l'habitation. M. Lessard a mentionné qu'il s'agissait là d'un projet de communauté. Et effectivement, le gouvernement du Québec y a injecté 976 000 $, la ville de Thetford de 320 000 $, la famille Demers 45 000 $, la Fondation Renaissance 100 000 $ et les caisses Desjardins 16 000 $. À noter qu'une somme de près de 30 000 $ sera également consentie par Transition énergétique Québec afin que ce bâtiment, situé sur la 10e rue à Thetford Mines, réponde aux normes de certification de Nouveau Climat. Le service de police de la ville de Thetford Mines désire mettre en garde la population contre une escroquerie téléphonique. Des citoyens ont récemment reçu des appels leur mentionnant qu'ils avaient été déclarés gagnants d'un prix en argent et que pour le réclamer, ils se devaient de rappeler en composant un numéro de téléphone commençant par l'indicatif 900. Une fois en ligne, les personnes ont été mises en attente pendant plusieurs minutes. Le fait de composer un numéro de téléphone commençant par un tel indicatif engage l'abonné à payer les frais de plusieurs dollars la minute encourus lors de ces appels qui sont directement facturés au compte par le fournisseur. La Sûreté municipale recommande donc aux citoyens de ne pas mordre à l'hameçon lancé par des groupes de personnes sans scrupules effectuant des supercheries semblables. Et finalement, mentionnons qu'un grand rassemblement de 3000 élèves en provenance de 19 écoles primaires de la Commission scolaire des Appalaches se tiendra le 25 mai à compter de 9 h au cégep de Thetford. Une cérémonie d'ouverture aura lieu sur le terrain multisport alors que les différentes écoles porteront les drapeaux des diverses régions qui participeront aux Jeux du Québec qui se tiendront dans la région cet été. Nous en reparlerons davantage lors de notre prochain bulletin Appalaches en quelques mots. Alors, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être au rendez-vous la semaine prochaine à l'occasion de Appalaches en quelques mots. À tous et à toutes, une excellente semaine.